On a trouvé des escaliers de béton complet, des frigidaires, des pneus. On a foré une place où on a une centaine de paires de souliers, des briques. Il y avait de tout sur le terrain. C'était triste. C'était un beau terrain qui avait de l'air propre. Il y avait une proposition de la ville de faire un bâtiment pour la ville. Puis là, on se ramassait avec presque 3 à 4 mètres de profond, si c'est pas plus. Parce que vu que c'est du remblai non contrôlé, il y a des places qui peuvent en avoir plus, il peut en avoir moins, des plus gros morceaux, des plus petits morceaux. Fait que tout ça pour en revenir, ça reste que c'est une terre agricole. Bonjour à tous, ici Sophia Miliani, courtier immobilier de chez PMML. Aujourd'hui, pour notre épisode du jour, on reçoit Sébastien Bernard de chez Enviro Expert pour le podcast Tout Terrain. Bienvenue Sébastien. Merci. Bien, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui dans nos bureaux de centre-ville. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Sébastien, on te reçoit aujourd'hui dans notre podcast Tout Terrain où est-ce qu'on a reçu différents types de professionnels du développement de terrain, principalement dans le type d'actifs du terrain. On a eu des constructeurs, on a eu des développeurs, on a eu des investisseurs, on a eu aussi des professionnels comme des urbanistes. Puis Enviro Expert, vous êtes une firme environnementale, je pense que vous êtes un acteur principal dans le développement de terrain. Vous travaillez non seulement pour les terrains en vente, pour les terrains en développement, mais vous avez aussi des expertises comme des expertises de décontamination que vous faites chez Enviro Expert. Donc, on va parler grosso modo de pas mal de ces choses-là, puis à quel moment Enviro Expert devrait être intégré comme une firme environnementale au niveau des transactions. On va parler aussi de c'est quoi que vous voyez le plus souvent arriver comme erreur, ou est-ce que les gens commandent les phases environnementales, est-ce qu'ils les commandent trop tard, trop tôt, c'est quoi la validité d'une phase environnementale. Puis, grosso modo, on va vraiment parler de ces petits détails-là pour aider les nouveaux investisseurs dans le marché du terrain, mais pour aider aussi les développeurs actuels à anticiper des nouveautés, des choses qui s'en viennent, ou des fois des astuces, malgré qu'on devient un professionnel après quelques développements puis qu'on est connu, on reste jamais amoindri de nouvelles informations, puis c'est ça qui est intéressant. Fait que Sébastien, moi je sais que toi, tu es un expert en développement des affaires chez Enviro Expert. Donc, parle-nous un petit peu de ton rôle chez Enviro Expert, Sébastien. Qu'est-ce que tu fais chez Enviro Expert, toi? En fait, un peu comme tu as dit, c'est moi qui est en charge là, du développement des affaires de la compagnie. J'ai la chance de travailler pour une compagnie qui a une grande quantité d'experts, plusieurs détenteurs là, de doctorat, de maîtrise ou de bac en leur matière. Avec 5 départements, j'ai beaucoup de gens avec beaucoup de qualifications. Puis mon rôle, c'est juste de les faire rayonner, puis de démontrer à quel point ils sont performants, sont bons, sont qualifiés. Puis c'est comme ça qu'avec notre approche client, que je mets de l'avant l'expertise d'Enviro Expert. Excellent, excellent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec vous sur quelques dossiers. J'ai eu la chance de participer avec vous à un événement. Donc, je sais quelle est l'implication d'Enviro Expert envers ses clients. Puis surtout, vous êtes vraiment axé sur le service client chez Enviro Expert. Oui. Puis moi, j'aime beaucoup ça parce que surtout, nous, en tant que courtier, tu sais, moi, je suis courtier spécialisé en terrain, fait que nous, on travaille en quelque part avec les délais de nos professionnels qui sont dans les dossiers, dont vous. Moi, j'ai des petites questions que je pense beaucoup d'investisseurs puis de nouveaux développeurs en terrain vont se poser. Sébastien, à quel moment penses-tu qu'un vendeur devrait commander une phase environnementale? La phase environnementale, la phase 1 surtout, puis maintenant la phase 2 aussi, ont une durée de vie de 1 an, selon le nouveau guide de caractérisation. Donc, tout dépendant, c'est quand que le financement va être levé, tout dépendant du prêteur, etc., et de plusieurs autres facteurs. Il faut estimer environ 1 an avant la demande de financement si on veut être safe. Après ça, tout dépendant des prêteurs et de plusieurs facteurs, ça peut être un petit peu plus long, un petit peu plus court. Là. OK. Fait que dans le fond,
si je comprends bien, le minimum, c'est 1 an. Oui. Puis le maximum, ça va dépendre des institutions financières. Certaines institutions vont accepter des fois jusqu'à 2 ans, 3 ans, des fois 5 ans aussi dans certaines institutions, de la validité de la phase 1 ou la phase 2. Oui. Très bien. Nous autres, en tant que courtier, on donne tout le temps un conseil à nos vendeurs. On leur dit, au moment que tu mets ton terrain à vendre, il faut que tu commandes la phase environnementale si tu n'en as pas déjà une. Si on en a déjà une qui date de plus de 5 ans, on commande une mise à jour. Si on n'en a pas une de plus de 5 ans qui date de 3, 2 ans, on attend qu'un acheteur arrive, fasse une promesse d'achat et tout dépendamment de s'il va y aller avec une offre conditionnelle à une phase 1 ou phase 2 à jour, on va les intégrer. Mais moi, quand j'ai un vendeur qui m'approche avec un terrain où est-ce qu'il n'a pas de phase environnementale et qu'il me dit « Sophia, on met à vendre ce terrain-là », moi, je leur demande tout le temps de faire la commande dès la mise en vente. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? C'est sûr que même si à terme, si la vente prend un certain temps parce qu'on va développer un projet, on attend après les villes, etc., même si on dépasse le délai d'1 an, c'est que initialement, si tu penses vendre un terrain pour un certain prix, d'une certaine façon, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, le vendeur pense vendre à un X prix, puis que l'acheteur pense à acheter à un certain prix, puis que finalement, admettons à J-1 an, là, tu fais les études, puis que tu découvres qu'il y a eu des activités désignées ou que ton terrain est contaminé, ça peut mettre en péril surtout les proformas. C'est pas les études qui coûtent cher, mais c'est la résultante potentielle. Donc, c'est juste une question de risque. Savoir où est-ce que la personne se situe. C'est sûr qu'on peut le mitiger en fonction de c'est quoi la nature du terrain. Tu sais, c'est un terrain boisé, fort est à croire que peu de chances qu'il y ait une problématique, mais un terrain vacant, il peut avoir eu 1 million d'affaires qui sont passées, même si en ce moment c'est du beau gazon, ça ne veut pas dire que qu'il y ait du gazon depuis ad vitam aeternam. Fait que c'est sûr que c'est bien de l'avoir dès le début. Pour la négociation à un prix idéal, puis éviter de retourner en renégociation pour une problématique. Puis c'est aussi pour s'assurer que l'acheteur ne va pas tomber parce que, mettons, il y a un résultat de haute contamination que lui n'a pas pris en compte, puis soit qu'il ne veut pas s'avancer là-dedans ou qu'il ne veut pas prendre le risque de ce qui est la contamination, que ça ne rentre pas dans ses proformas, mettons, là. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Fait que, en quelque part, le fait qu'on leur demande de faire la phase 1 dès la mise en vente, s'ils ne l'ont pas déjà, ça vient résoudre des problématiques puis les anticiper en quelque part. Parce que dans le cas où, mettons, tu viens de donner l'exemple d'un terrain contaminé, le prix affiché sans connaissance de cause, sachant qu'on ne sait pas s'il est contaminé, on va l'évaluer à un prix. Mais là, si on a un résultat de phase environnementale qui recommande une phase 2 parce qu'on a un historique de contamination, on n'a même pas encore la phase 2, puis on sait qu'il y a de la contamination, on s'embarque dans un beau gâteau et il y a des risques que l'acheteur déjà débarque, mais il y a aussi le risque que l'acheteur dit « Hey, wow, c'est pas le même prix. » Parce que si moi, je dois décontaminer, ton terrain est contaminé, puis il y a la question qui va se poser de c'est qui décontamine, l'acheteur ou le vendeur. Fait que tout ça, c'est des choses qui font en sorte que la phase environnementale, je pense qu'elle est très importante pour tous les terrains en mise en vente, que ce soit des terrains vierges à développer ou autres terrains prêts pour un projet. Beaucoup de mes clients vont me dire « Ouais, mais Sophia, mon terrain, c'est un terrain boisé, il n'y a rien dessus. Il n'y a jamais rien eu dessus. C'est une belle terre, puis j'ai pas besoin de phase environnementale. » Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que si, dans le passé, il y a eu des choses, donne-nous un exemple, mettons, d'une terre là, qui est vierge, puis que les clients pensaient qu'il n'y avait rien de tout. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi? C'est ironique parce que c'est l'exemple que je donne la plus fréquente. Un terrain agricole qu'on a été faire l'étude. Puis on a vu que dans le temps, il y avait eu des activités, le terrain il n'était pas nécessairement nivelé, fait qu'on a vu... Bref, on a été faire des forages, on a été faire une phase 2, qui a mené en plus à une seconde phase 2, soit une phase 3, pour découvrir qu'il y avait toutes sortes de remblais. Il faut comprendre que les terres agricoles, dans le temps, quand c'est des terres agricoles depuis très longtemps, puis un secteur agricole des vieilles villes,
il n'y avait pas nécessairement d'éco-centre, là, il y a 50 ans. Là. Fait que c'était souvent un terrain qui était dit être le dépôt du secteur. Le terrain en question, c'est la ville qui disait d'aller déposer les gros déchets de grands volumes sur le terrain. On a trouvé des escaliers de béton complet, des frigidaires, des pneus. On a foré une place où on a une centaine de paires de souliers, des briques. Il y avait de tout sur le terrain. C'était triste. C'était un beau terrain qui avait de l'air propre. Il y avait une proposition de la ville de faire un bâtiment pour la ville. Puis là, on se ramassait avec presque 3 à 4 mètres de profond, si c'est pas plus. Parce que vu que c'est du remblai non contrôlé, il y a des places qui peuvent en avoir plus, il peut en avoir moins, des plus gros morceaux, des plus petits morceaux. Fait que tout ça pour en revenir, ça reste que c'est une terre agricole. C'est une terre agricole dans un secteur agricole qui a toujours été agricole. C'est les mêmes propriétaires depuis plus de 50 ans. Mais ils ne savaient pas cette information-là parce que ça a peut-être été fait bien avant qu'ils soient propriétaires. En fait, eux, ils louaient leur terre, ils étaient au courant, mais une fois que ça avait été fait, ils s'attendaient à une compensation peut-être de la ville. Donc, les propriétaires louaient cette terre-là à la municipalité, à la ville? Non, ils louaient pas. La ville a juste dit « va domper ça là ». OK. Fait que ça, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver dans le passé. Dans le temps aussi, il faut se dire les vraies choses, Sébastien, les règlements, il y a plus de 100 ans, puis même l'historique des terrains, il y a plus de 100 ans, c'est pas autant à jour qu'aujourd'hui, puis c'est pas autant réglementé qu'aujourd'hui. Fait que d'où une surprise comme que tu as trouvé, tu sais, c'est fou quand même à entendre. Trouver un escalier en béton complet, personne ne pouvait s'en attendre, surtout dans une terre agricole. Mais non seulement la phase environnementale que vous avez faite a pu décider des choses comme ça, mais non seulement la problématique est que c'est une terre agricole. Ça veut dire que non seulement elle n'est plus agricole à cause de ça. Fait que c'est même plus question de décontamination uniquement, c'est que la terre pourrait même être jugée non potable pour faire de l'agriculture. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir de ça. Fait que quelqu'un qui aurait mis la terre en vente, puis qui aurait attendu d'avoir une promesse d'achat acceptée avant de passer commande d'une phase environnementale pour un terrain comme celui-là, bien, il n'y aurait jamais eu de transaction. On a déjà trouvé un champ de véhicules enfoui en dessous d'un champ. Des centaines de véhicules enfouis. Une case de véhicules en dessous. Oui. C'est fou, hein? Mais... Tu parles de l'environnement, les règlements d'avant. Même encore aujourd'hui, les gens gèrent l'environnement. C'est de moins en moins vrai, là, je te dirais, les 15 dernières années. Mais ça a toujours été géré. Bien, pas toujours été géré, mais ça a toujours été... Les gens gèrent l'environnement. Si je le vois pas, il n'y en a pas. Par exemple, dans un document scientifique des années 60 aux États-Unis, il expliquait comment se départir des huiles usées des véhicules. OK. C'était très simple. Tu allais dans ton jardin, OK. Tu creusais un trou de 12 pouces, tu mettais de la petite gravelle, tu déversais ça, tu retapotais avec un petit peu de gazon. C'est fini. C'est fini. Bien, ça, tu vois, c'est des pratiques que des gens faisaient dans le temps, que les gens n'étaient pas informés. Les gens ne connaissaient pas. Puis aujourd'hui, les grandes métropoles sont en train de payer les résultats, là. Oui. Mais Montréal, principalement, on est en train d'en payer des résultats de choses comme ça, où est-ce que l'environnement n'a pas été étudié bien avant, où est-ce qu'aujourd'hui, quasiment tous les terrains à Montréal sont contaminés. Oui, une grande majorité, tout dépendant des secteurs, effectivement. C'est un problème qu'on a dans toute la métropole. Fait qu'aujourd'hui, on est en train de voir des choses qui font en sorte que ça ralentit les ventes de terrain à cause de ça. Certains experts, les gros développeurs sont habitués, ils ont des astuces, ils sont capables d'anticiper la décontamination puis de l'intégrer dans leur budget pour que le projet soit rentable. Mais un petit investisseur qui arrive puis qui veut acheter un terrain de 7000 pieds carrés pour bâtir un 8 unités, il ne s'attend peut-être pas à ce que le terrain soit contaminé. Fait que ça, là, les phases environnementales, moi, je trouve que c'est tellement important de les faire, même en tant que vendeur. Tu sais, moi, je demande à mes vendeurs, quand tu as acheté le terrain, sauf si mon vendeur me dit que je l'ai acheté à 50 ans, mais tu sais, c'est un vendeur qui a acheté ça il y a 6 ans, là.
Comment ça que tu as acheté 100 phases environnementales? Tu devrais en avoir une. Même, parce qu'aujourd'hui, tu es vendeur, mais il y a quelques années, tu as été acheteur. Puis aujourd'hui, là, il faudrait que tu saches qu'est-ce qu'il y a sur ton terrain. Ça, je pense que c'est important. Puis, écoute, moi, ce que j'aimerais aussi savoir de votre côté en tant que firme environnementale, c'est quoi les choses que vous voyez qui arrivent le plus souvent dans les processus qui, à votre avis, pourraient être des erreurs qu'on pourrait corriger? Est-ce que tu as quelque chose que tu vois que les vendeurs font ou que les développeurs font qui ferait en sorte que s'ils s'y prenaient d'avance ou que tu aurais une solution à proposer, ferait en sorte que tout se passerait mieux? Parce que vous avez beaucoup de défis, là, on ne va pas se le cacher en tant que firme environnementale. Vous faites différents types de terrains, différents types d'actifs. C'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent arriver, Sébastien? De là à dire une erreur, considérant que le financement oblige en quasi-totalité, on va dire majorité pour rester général, à des phases environnementales, il n'y a pas tant d'erreurs, mais je dirais qu'il y a de la négligence. OK. La plus grande négligence, puis c'est un adage que j'entends beaucoup, l'adage qui dit en terrain, quand tu commences à décontaminer, tu sais pas où ce que ça finit, c'est vrai, uniquement quand tu as négligé tes études. Si tu fais un nombre de forages décent, en fonction de la proportion, de la grandeur de ton terrain ou de l'activité qu'il y avait sur le terrain, tu vas mitiger tes risques de contamination ou de décontamination de façon exponentielle. Tout simplement parce que dans une phase 2, la carte avec les polygones, c'est établi selon la règle du point milieu. Donc, c'est le point milieu entre le forage 1 et le forage 2, en plein milieu, c'est là qu'on établit de façon arbitraire la contamination. Donc, de façon logique, si, admettons, sur un terrain de 100 000 pieds, tu mets un forage, puis je tombe sur un spot contaminé, bien, tu as 100 000 pieds de contaminé. Si je t'en mets 2, tu as 50 % de chance. Mais si je t'en mets 40, tes polygones sont tous plus petits, ils vont représenter une fraction de ton terrain. Fait que, on a une chance d'éliminer une bonne partie de la contamination potentielle. Puis si advenant le cas que 100 % du terrain est contaminé, bien, on peut savoir quelles sont les contaminations, où est-ce qu'elles se trouvent, changer les profondeurs, les types de contaminants, les méthodes d'approche, tout dépendant, c'est quoi la problématique. C'est surtout ça, l'erreur. Je dirais pas l'erreur, la négligence des gens. Ils veulent sauver sur les études pour pas trouver de contamination, mais ils comprennent pas que... Ça va ressortir à un moment donné. Si on en trouve, il y a 2 possibilités. Soit qu'on te recommande une phase 3 pour aller te dire, on va y retourner, donc ça te coûte plus cher parce qu'on se mobilise une deuxième fois. On rallonge tes délais parce qu'il faut il faut retourner en analyse des forages. Mais c'est aussi que si tu décides de ne rien faire, puis que on commence à décontaminer, puis on t'a dit que ça va coûter 50 000, tu as budgété 50 000, mais qu'on n'a pas fait assez de forage, on s'en va en extra. C'est ça la surprise que tu dis, Sébastien, j'aime bien ce que tu viens d'ouvrir comme porte. Parce que c'est ça la surprise de l'adage, comme tu as dit, parce que moi, je l'entends de pas mal de tous les investisseurs quand ils achètent un terrain contaminé. Ouais, mais Sophia, ce terrain-là, il est contaminé. Je te donne un exemple. On va chercher des phase 1 et phase 2. On sait quels sont les types de contaminants. On fait faire un estimé de la décontamination par la firme, si elle en fait, celle qui a fait, mettons, la phase 2, les forages, etc. On fait faire une estimation pour la décontamination. Souvent, les acheteurs vont arriver puis vont faire « Bon, ben écoute, moi, je vais faire aussi des estimés de mon côté. » Puis tu arrives avec ton estimé à toi de la firme qui a fait tes forages, exemple, à 200 000. Là, tu as l'acheteur qui arrive avec un estimé à 600 000. Là, tu es comme, c'est quoi ça? Mais c'est drôle à dire, mais c'est la réalité. Parce que la firme de l'acheteur peut tout de suite anticiper de dire, il n'y a pas eu assez de forage. Fait que je vais anticiper un certain pourcentage additionnel pour éviter les surprises. Puis il faut savoir qu'une firme, quand elle fait la décontamination, elle ne s'engage pas à une certaine garantie de la décontamination jusqu'à où elle s'étend. Fait que l'étendue de la contamination, malgré que vous faites des forages, vous ne garantissez pas que c'est ça puis ça s'arrête là.
puis que si jamais il y en a plus, vous allez être responsable. Pourquoi? Justement parce que la raison dont tu viens de parler, il faut faire assez de forage. Puis il faut aussi que les gens arrêtent de penser que si je vais faire une phase 2 avec 4 forages sur un terrain de 250 000 pieds carrés, c'est assez, je vais en mettre un dans chaque coin, puis un au milieu, là, tu sais. Puis c'est beau, c'est assez. J'en ai fait dans toutes les zones, est, ouest, sud, nord. Je sais ce qui se passe sur mon terrain. Ça ne veut rien dire. Puis c'est là les surprises de décontamination qui arrivent. Puis tu l'as bien expliqué, c'est que les gens disent « j'ai mis un budget de 50 000 », puis finalement, la firme me dit « écoute, là, on a décontaminé, tu as une surprise qui va te coûter 500 000 ». Tu sais, tu passes de 50 000 à 500 000, c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu parler de ça. Puis c'est fou parce que si on aurait bien fait les études environnementales, qu'on n'aurait pas négligé, comme tu l'as dit, le fait du besoin de faire plus de forage, de bien situer les forages, de ne pas essayer d'économiser sur les tests, mais d'économiser plus tard. Parce qu'un test, là, en toi puis moi, Sébastien, ça peut coûter de 5 000 à plusieurs dizaines de milliers de dollars si on a un très, très gros terrain. On peut aller en centaines de mille aussi. On peut aller en centaines de mille, mais c'est sûr et certain que le test va toujours coûter moins cher que la décontamination. La décontamination va être plus chère. Fait que si, là, moi, j'ai fait le SMART, puis j'ai fait, OK, moi, j'ai un terrain de 100 000 pieds carrés, je fais juste 3 forages, puis c'est assez. Puis là, je te dis, parce qu'en tant que vendeur ou en tant que client, là, mettons, c'est moi le client, Sébastien, tu me donnes une phase 1, tu me recommandes une phase 2, tu me donnes des façons de travailler, tu me dis, Sophia, moi, je te fais 4 forages, ça va te donner un résultat, mais il n'est pas garanti. Tu vas me proposer des stratégies, tu vas me dire, si on y va à faire 6, 7, 8, ton étude va être plus précise, puis plus ton étude va être précise, bien, plus on va être capable d'anticiper le vrai coût de la décontamination. Mais il faut savoir que vous, en tant que firme, puis corrige-moi si je me trompe, si le client il dit « je veux 6 forages », puis toi, tu lui en as recommandé 12, tu ne peux pas l'obliger à en faire 12. Non. Mais nous, dans ce cas-là, on va informer le client, puis en tant que firme qui se respecte, en tant que firme accréditée dans toutes les institutions financières, on ne prend pas de risque réputationnel de se tromper à un niveau astronomique. On peut accepter à certains moments de retirer quelques forages. Ouais. Mais si on m'arrive puis que la personne me dit « Ah, mais une autre firme me le fait à 6 forages, puis je t'en ai recommandé 12, mais je vais juste te dire « Vas-y. Vas-y, puis tu reviendras me revoir pour ta phase 3. » On ne va pas prendre ce risque-là. Je comprends. On tient à notre réputation. On a une réputation qui, quand on fait des estimés, historiquement, on a un très petit pourcentage d'extra parce qu'on caractérise puis qu'on explique aux clients les risques auxquels ils s'exposent. C'est le fun ce que tu dis, Sébastien, parce qu'au final, ce que tu dis, c'est que si on engage un professionnel, c'est parce qu'il faut lui faire confiance. Oui. Puis au final, on engage ces gens-là, que ce soit une firme environnementale, un urbaniste, un architecte, parce qu'on n'a pas les capacités de faire ce qu'ils peuvent nous apporter. Puis au final, c'est des experts dans leur domaine. Fait qu'en leur faisant confiance, on anticipe beaucoup de problèmes. Moi, ce que je pense aussi, Sébastien, en tant que firme environnementale, vous faites plusieurs types d'actifs. Pourrais-tu nous partager un petit peu les différents types d'actifs que vous faites chez EnviroExpert? Est-ce que vous touchez à tous les types de terrains? Est-ce que vous touchez aussi à tous les types de décontamination? Parle-nous-en un petit peu. Oui, effectivement. Nous, on croit que travailler pour l'environnement est la meilleure chose. Fait que ce soit le propriétaire d'une maison unifamiliale qui a un réservoir qui a coulé puis que ça va être 2 coups de pelle, ou que ce soit une grosse industrie sur un terrain, une ancienne cimenterie, qu'on sait qu'on en a pour des dizaines, voire des milliers et des milliers de tonnes, on va le servir de la même façon. On veut tout simplement travailler pour l'environnement, pour améliorer l'environnement. Fait qu'on ne s'est pas fixé de limite, en fait. On fait juste répondre à la demande. Puis on fait autant de la décontamination par excavation que de la décontamination en in situ sur site par traitement de bactéries. Donc, on répond à
peu importe la demande que le client va présenter, que ce soit un acheteur, un vendeur ou tout simplement un propriétaire qui sait qu'il y a une problématique, puis qui veut la rectifier, bien ça, on peut regarder, tu sais, les situations in situ, les décontaminations in situ, c'est une très belle technologie. Ça ne fait pas souvent une remédiation à 100%, mais ça peut mitiger énormément de ce que tu dois faire. Fait on sert tout le monde sur tous les types de terrains, sur tous les types de propriétés, même sur les bâtiments existants, on en fait aussi. Puis on fait aussi la géotechnique sur toutes les demandes que les gens vont nous proposer. Fait que vous avez vraiment un service complet chez EnviroExpert. Fait que vous faites tout type d'actifs. Oui. Puis vous faites de la décontamination avec excavation, puis de la décontamination, comme tu viens de l'appeler, in situ. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est de la décontamination sans excavation avec un procédé qui est fait. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Parce qu'on en entend parler. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que ça existe, de la décontamination sans excavation. Puis dans certains cas, je te dirais que c'est primordial. Dans certains secteurs, surtout sur l'île de Montréal, où est-ce qu'on veut éviter aussi d'amoindrir les coûts de l'excavation, ou dans le cas où l'excavation va peut-être créer une problématique sur les bâtiments à côté. Ça arrive souvent dans les terrains où est-ce qu'il y a beaucoup d'urbanisation, puis il y a peut-être des fois des pipelines qui passent en dessous ou qu'il y a des bâtiments collés. C'est déjà arrivé que j'ai vu sur le plateau Mont-Royal un bâtiment patrimonial où est-ce qu'on n'avait pas le droit, justement, au plateau Mont-Royal, quand on a pas juste au plateau, partout, quand on a un bâtiment patrimonial et qu'on veut le rénover, bien, on n'a pas le droit de démolir l'immeuble et de recommencer à zéro. C'est un bâtiment patrimonial, fait que ça reste comme ça. Des fois, on a des problèmes structurels dans un immeuble. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, puis on a vraiment beaucoup vu ça sur le plateau les dernières années où est-ce que les investisseurs ont cherché à optimiser ces immeubles-là, c'est qu'ils gardent la structure, ils gardent la façade, puis ils refont reconsolider. Fait qu'ils démolissent tout, il n'y a plus d'appartements, il n'y a rien du tout, il n'y a plus rien. La structure, elle reste, la façade reste, puis ils font rénover la structure au complet, l'électricité refaite, la plomberie, la maçonnerie. Puis j'ai vu un cas aussi comme ça, où est-ce qu'il y avait une contamination sur le sol. Fait que, tu sais, on pourrait aller décontaminer en faisant de l'excavation, faire attention au bâtiment, mais ça commence à devenir extrêmement compliqué. Fait qu'ils ont utilisé justement la décontamination avec un procédé. Puis, c'est sûr que dans certains cas, comme tu dis, ça ne décontamine pas à 100 %, mais jusqu'à où ça va? Puis, quand est-ce que vous, en tant que firme, vous le recommandez? Des fois, est-ce que vous allez plus prôner ça que la décontamination par excavation? Ou ça arrive, c'est vraiment au choix de la personne? Quand on fait des recommandations, je vais commencer par dire, le in situ, c'est une technique de remédiation, une technique de dépollution par chimie. Ouais. Ça ne décontamine pas tout. OK. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, le type de contamination, la géologie et d'autres facteurs que je ne peux pas m'avancer. Le in situ, dans notre cas, on essaie de le recommander premièrement aux propriétaires qui savent que ça va prendre du temps. Okay. En partant. Puis donc, ils ont du temps. Donc, que ce soit un propriétaire actuel qui vise à faire une mise en vente ou un vendeur qui sait qu'il y a un développement potentiel sur son terrain puis qui dit « je vais régler une partie de la problématique ». Le in situ peut décontaminer, peut mitiger ou amoindrir la contamination uniquement si c'est une contamination organique. Si, admettons, je donne un exemple d'une contamination aux métaux lourds, ce n'est pas organique. Il n'y a pas de bactéries, aux dernières nouvelles des technologies que je connais, qui est capable de manger du métal. Mais si c'est une contamination aux hydrocarbures, qui est quand même fréquente, jusqu'à un certain niveau de contamination, une certaine concentration, on peut amoindrir, voire minimiser l'ampleur de la contamination. Fait que, si on prend un exemple d'un terrain où ce qui était contaminé jusqu'à 8-9 pieds, puis qu'on commence à faire des injections, est-ce que tu vas toujours être contaminé sur 8-9 pieds? Probablement pas.
Si je t'ai enlevé 2-3 pieds de contamination, puis tu es rendu dans un seuil acceptable, admettons, pour l'usage de ton terrain, mettons, en résidentiel, puis tu es rendu en critère B parce que tu étais juste sur la limite du critère C, puis je t'ai enlevé 3 pieds, bien, c'est 3 pieds de terre que je t'enlève de moins. C'est de l'excavation, c'est de la sortie de terre, c'est du remblai, c'est du temps que je viens de t'économiser. Définitivement. C'est un processus qui prend du temps. 1 an, 2 ans, mais ça peut valoir la peine. Et selon moi, ça vaut la peine si tu as ce temps-là et que tu rentres dans les critères de fonctionnement de la technologie. Là. Fait que dans le fond, Sébastien, tu nous as expliqué que la décontamination in situ peut coûter moins cher, tout dépendamment, bien entendu, du type de contaminant, de l'ampleur de la contamination. Puis aussi, on a parlé un petit peu des avantages de la décontamination par in situ quand les gens ont du temps, qui veulent minimiser en quelque part la contamination sur le site. Je vais donner un exemple où est-ce que je pourrais dire à un de mes clients « Hey, appelle EnviroExpert, ils ont peut-être une solution pour toi. » Un vendeur qui sait qu'il a un terrain qui a une contamination, tu expliquais il y a quelques secondes, une contamination organique, parce que le procédé chimique va décontaminer uniquement de la contamination organique. Quelqu'un, mettons, là, qui a un terrain à développer, qui a de la contamination organique, puis qui sait que son terrain, il va le mettre en vente cette année, mais il sait qu'il va devoir participer en quelque part à aider l'acheteur à travailler son terrain pour pouvoir aller chercher un projet approuvé qui peut prendre 1 an, 1 an et demi. Fait que si on calcule transactionnellement parlant, on met en vente le terrain aujourd'hui, le temps de trouver un acheteur, le temps d'avoir une transaction, le temps que la transaction se close, on parle d'1 an et demi, 2 ans déjà. Puis il ne faut pas oublier que même si la décontamination en quelque part est commencée et que le processus de décontamination in situ peut prendre 1 an, 2 ans, ça ne dérange pas si le vendeur a déjà payé, mettons, à EnviroExpert, tous les frais de décontamination, même s'il le vend, bien, vous continuez par la suite. Fait que dans le fond, ça fait gagner du temps, mettons, un vendeur qui veut minimiser la contamination sur son site, mais ça n'empêche pas qu'il est obligé de finir ça avant de vendre parce que vous autres, vous allez quand même continuer si vous êtes payé. Fait que c'est quelque chose qui peut aider les vendeurs à faire augmenter le prix de leur terrain parce qu'il y a eu une décontamination qui a été faite ou qu'ils ont amoindri la contamination sur le site. Puis ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la contamination, c'est quelque chose qui impacte énormément la valeur d'un terrain parce que ça peut coûter énormément d'argent pour le décontaminer. Ça peut être aussi, je pense, une solution pour un développeur de terrain qui, lui, a tout son temps pour développer ce terrain-là. J'ai beaucoup de mes clients qui sont des développeurs, qui sont développeurs constructeurs aussi, puis qui ont tellement de terrain en banque. Puis ils savent qu'ils ne toucheront pas à ce terrain-là avant 5 ans parce qu'ils ont un projet de 500 portes à terminer. Fait qu'ils savent qu'ils ne toucheront pas à ce terrain-là. Fait que ça peut être une solution qui serait intéressante pour eux, en fait. Puis on parlait de ça. Puis toi, est-ce que tu penses qu'il y a des avantages à utiliser cette technologie versus la technologie avec excavation? Bien, surtout au niveau des subventions. OK. Le gouvernement aime bien quand tu ne bouges pas trop les sols puis que tu amoindris. Puis si on va aller plus loin avec les facteurs ESG qui s'en viennent dans un avenir proche, pas avoir amené des grosses machines qui consomment du 100 litres de diesel à l'heure, avoir amené des milliers de camions, des centaines peut-être ou des milliers de camions, avoir déplacé des centaines, voire des milliers de tonnes de roches, autant en sortant qu'en rentrant, l'impact écologique, c'est même pas comparable. C'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain que aussi, depuis janvier 2024, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur par rapport au déplacement de la terre. Aujourd'hui, les camions qui déplacent la terre contaminée pour aller les domper dans des sites de dompage ont un système de traçabilité, ce qu'on n'avait pas avant. Puis ça impacte des coûts qui ont augmenté. Ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui regarde un terrain à décontaminer avec excavation, puis versus un terrain à décontaminer avec la décontamination in situ, avec un procédé chimique, bien, il peut se dire, bon, ben écoute, je vais faire mes estimés avec excavation, je vais faire mes estimés avec décontamination sur le site sans excavation. Il ne faut pas oublier que la terre qui va sortir avec les camions de traçabilité pour aller être dompée dans des sites de décontamination, ça coûte plus cher aujourd'hui que l'année passée. Puis ça coûte plus cher, mais ça coûte aussi le nombre de kilomètres. Il y a des firmes qui vont
charger au niveau du tonnage, combien de tonnes, mais il y en a qui vont charger au niveau de kilomètres. Pourquoi? Parce que c'est pas dans tous les sites que tu peux domper n'importe quoi. Fait qu'il y a des sites spécifiques pour chaque type de décontamination. Oui. Puis vous, chez Enviro Expert, est-ce que vous faites aussi partie de ce genre de processus-là? Est-ce que vous voyez un petit peu la différence du prix versus l'année passée versus aujourd'hui? Parce que vous êtes aussi réglementé par la traçabilité quand vous faites la décontamination. Trace-Québec touche toute personne qui sort, comme tu expliquais, Trace-Québec touche toutes les personnes, toutes les compagnies qui sortent des terres, qui lèvent des terres contaminées et qui doivent les déplacer. Fait que oui, évidemment, on est touché par ça. C'est pas un frais majeur à prendre en compte. C'est bien, mais... Fait que dans le fond, c'est un frais. Fait que vous le voyez, vous aussi, par rapport à l'année passée, il y a eu des changements. Oui. Excellent. Si on parle un petit peu maintenant des décontaminations sur des terrains industriels, je sais que ça, c'est principalement la cause des contaminations, c'est la production, les terrains industriels. Il y a aussi surtout des anciens sites industriels, des anciens secteurs qu'on a vu beaucoup sur l'île de Montréal. On a eu beaucoup de quartiers industriels qui ne sont plus industriels aujourd'hui. Fait que les catégories vont changer. On passe de classe C à classe B. Dans certains cas, il faut décontaminer. Puis, qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Est-ce que tu en vois de plus en plus des terrains comme ça? C'est quoi que tu vois dans ces terrains-là? Est-ce que vous avez plus de demandes pour ça? Parce qu'on voit beaucoup de multilogements s'installer dans des anciens sites industriels. On a vu des quartiers industriels quasiment commencer à disparaître, comme on voit sur l'est de Montréal, principalement Saint-Léonard. Saint-Léonard, on a vu énormément de tours à condos pousser sur des anciens sites industriels. On en voit aussi ici, en plein centre-ville, Griffintown, le Vieux-Montréal. Donc, est-ce que c'est des choses que tu vois souvent passer? Oui, des changements d'usage, effectivement, c'est quelque chose de fréquent. C'est juste tout simplement signe de développement économique. Il y a un équilibre à avoir dans les villes entre la production industrielle et le résidentiel. Les grandes métropoles, comme tu dis, les centres, les quartiers, les secteurs qui se sont redéveloppés sont effectivement surtout à Montréal, comme tu disais aussi un petit peu plus tôt, là, une bonne partie de l'île est contaminée, parce qu'une bonne partie de l'île, c'est quand même très vieux, Montréal, là. Il y a eu beaucoup de changements d'affectation. Ouais. Fait que oui, il y a beaucoup de terrains industriels ou même de terrains commerciaux qui sont voués à redévelopper. Puis encore plus aujourd'hui avec la crise du logement, la loi 31 qui veut donner des pouvoirs en fin de compte aux villes qui veulent bien le prendre, de déroger de leur règlement pour voir des nouvelles constructions sortir du sol. Fait que tu sais, est-ce que dans un avenir proche, il pourrait y avoir des terrains industriels encore dans un secteur industriel, dans un quartier industriel qu'on voit du résidentiel sortir? Oui, d'après moi, c'est quelque chose aussi qui va s'en venir. Puis les changements d'usage, c'est quelque chose de fréquent puis de réglementé aussi. Il existe une liste là, à l'annexe 3 du RPRT là, des activités désignées qui est quand même assez longue, là, ça fait comme 7 pages. Là. Mm-hmm. Fait que oui, des changements de secteur puis de la relocalisation d'industrie, c'est ça commun. Ça entraîne aussi de la décontamination, justement. Naturellement. C'est là que vous venez rentrer en ligne de compte pour aider un petit peu l'environnement, puis aider aussi le développeur, les investisseurs à rendre le site habilité à accueillir un développement. Ouais. Moi, j'aimerais ça que tu me parles, Sébastien, c'est quoi les différents types de tests environnementaux qu'on peut faire? On connaît les grands types de tests là, qu'on a l'habitude d'entendre, phase 1, phase 2, mais y a-t-il d'autres tests qui existent qu'on peut faire avec une ferme environnementale? Mettons chez vous, c'est quoi les types de tests que vous faites? Nous, au niveau du sol, on fait les phases 1, 2, 3 et 4. On fait la géotechnique. Après ça, il y a aussi plusieurs sous-déclinaisons, des tests de périte, des tests de percolation, des tests dans la géotechnique. On peut faire de la géophysique, stabilité des sols, profilage du roc. C'est infini. C'est infini. On parle de plusieurs dizaines, voire peut-être jusqu'à une centaine d'études différentes. Là. C'est pour ça que parler avec un professionnel de ton projet, dans certaines circonstances, peut-être que tu avais prévu une petite étude, je prends exemple de géotechnique standard,
mais que le professionnel, il regarde ça puis il dit « Ah, mais tu sais, tu es dans un secteur à risque de glissement de terrain, bien, on prendrait peut-être une étude supplémentaire tant qu'à aller forer. On va rajouter aussi de regarder que ton terrain il est apte à supporter ton bâtiment. » Exactement. Fait que dans le fond, tu sais, les gens, on entend beaucoup phase 1, phase 2, phase 3 quand on parle de décontamination, phase 4 où est-ce qu'on a la réhabilitation, où est-ce qu'on a la certification que le terrain est réhabilité, mais on entend moins géotechnique, capacité portante, on entend moins ces choses-là. Pourtant, les fermes environnementales, c'est eux qui font ces tests-là. Fait que c'est plus technique, c'est plus les constructeurs qui s'avancent là-dedans. Souvent, ce qui arrive, c'est que la plupart des vendeurs vont faire les études environnementales préliminaires, phase 1, phase 2. Souvent, la phase 3 est faite par l'acheteur ou par le vendeur avant même de mettre en vente. Fait que transactionnellement, dans une transaction en mise en vente, c'est rare qu'on ait une décontamination pendant une transaction immobilière. Par contre, en tant que ferme environnementale, vous, là, les gens qui vont plus vous approcher pour les tests de géotechnique, tests de capacité portante, tests de capacité, par exemple, pour les glissements de terrain, des choses comme ça, c'est plus les constructeurs. Hein? Oui. Bien, ça peut être aussi le développeur qui vise à revendre son projet à construire, donc qui s'assure que le projet vendu soit capable d'être porté, puis que les plans qui sont proposés sont réalistes d'une problématique, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique, que le terrain est capable de supporter, mettons, un grand bâtiment industriel, puis que le bâtiment ne va pas s'effondrer ou qu'il n'y a pas nécessairement de pieutage. Mais c'est vraiment à la fin, soit à la toute fin d'un processus de développement ou au début de l'achat d'un projet de construction. C'est quand même très ciblé le moment qu'on va aller chercher les études géotechniques. C'est sûr. Puis, tu vois, ce que j'aime aussi dans le processus d'un terrain prêt à bâtir, où est-ce qu'un vendeur vend un projet clé en main, en quelque part, un développeur va vendre à un constructeur. Il y a beaucoup de constructeurs qui, eux, ne veulent pas développer. Leur spécialité, c'est construire, puis il y a des développeurs qui ne veulent pas construire. Puis, c'est vraiment des choix, c'est des stratégies d'affaires. C'est sûr et certain que ces gens-là, il ne faut pas qu'ils oublient que, en quelque part, ils travaillent l'un pour l'autre. Le constructeur travaille pour le développeur parce que c'est lui qui va racheter ses produits. Puis le développeur travaille pour le constructeur parce que c'est lui qui va bâtir ses terrains développés. Fait que, tu sais, les études, justement, qu'on essaie d'intégrer le plus tôt possible en vente avant d'avoir une offre d'achat acceptée, je pense que pour un développeur qui met un projet clé en main, prêt à bâtir en vente, plus ces tests sont faits avec des précisions, sans négliger les recommandations des professionnels et sans négliger de faire un test ou deux ou trois puis dire « Ah, c'est pas grave, je vais laisser le constructeur les faire ». Moi, je trouve que ton projet, en tant que vendeur, va être mieux vendu. Puis, ce qui va arriver, c'est que ton constructeur, quand il va arriver pour acheter ton terrain, il y aura moins de défis. Puis, ton projet va être beaucoup plus clair pour lui, puis il va avoir moins de temps. Fait qu'est-ce qui arrive? La firme environnementale a travaillé avec le vendeur en amont pour pouvoir aller faire expertiser tous les types de tests qu'on a besoin pour remettre un projet clé en main à un constructeur. Le constructeur arrive, fait une transaction beaucoup plus courte qu'une transaction où est-ce qu'il aurait lui-même à faire appel à la firme environnementale ou contre-expertiser. Puis au final, on a un projet qui lève plus vite, on a un vendeur qui vend plus vite, un constructeur qui achète plus vite et ça impacte le prix. Parce que si on a un site qui est prêt à bâtir, mais les tests ne sont pas faits au complet, bien, le constructeur, il va vous dire, regarde, mon cher ami, moi, il y a tel test. On donne un exemple, phase de forage, on ne peut pas faire ça en plein mois d'octobre, on ne peut pas faire ça en plein mois de novembre. Donc, tu sais, on a eu un dossier, si tu te rappelles, Sébastien, où est-ce qu'on s'est dit, ah, on va se reparler au printemps l'année passée. Parce qu'on ne peut pas faire, il y a certains tests qu'on ne peut pas faire quand le sol est gelé. Fait que ça impacte le prix, là. Puis ça impacte le constructeur, puis ça impacte les délais. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a des tests qu'on ne peut pas faire en hiver. Un seul, la biologie. Exactement. Le test biologique des milieux humides. C'est ça. Mais pour forer, on peut forer en hiver. C'est plus long. C'est plus long, c'est plus coûteux. C'est juste plus long. Ben oui, ça va amener, nécessairement, ça peut amener une petite surcharge, tout dépendant. Là. Pour un forage, on ne vire pas fou parce qu'on va passer une demi-heure de plus à passer sur le forage. Mais si tu vas sur un projet, mettons, de 70 forages, bien, c'est une demi-heure fois 70, ça fait une couple d'heures. Ben oui. Fait que, oui, nécessairement. Mais c'est vraiment juste dans le cas où, si la terre est gelée,
Ça va prendre plus de temps pour la machine de passer à travers. C'est tout. OK. Fait que ça, c'est le fun à savoir parce qu'on a aussi cette mésinformation de penser que les forages, puisqu'on en entend souvent, moi, je ne fais pas de forage en hiver, ça va fausser mes résultats. Puis là, tu me dis que finalement, on peut forer, ça prend juste plus de temps. Fait que admettons qu'on est dans une transaction qu'on veut closer là, avant la fin de l'hiver et qu'on n'a plus de délai. Je donne un exemple, un acheteur là, qui a des délais qui arrivent à fin, puis il n'a plus le choix. Bien, il y a des solutions. On peut quand même forer en hiver. Oui. C'est uniquement les tests biologiques des milieux humides qu'on ne peut pas faire jusqu'au printemps. Bien, les tests communs, après ça, je ne m'avancerai pas pour les tests spécifiques. Il y a peut-être d'autres tests qui existent qui sont limités si le test est gelé. Là, pour, tout ce qui touche, en fin de compte, le sol gelé ou qui change la nature du terrain, ça, logiquement, ça peut devoir être repoussé. Mais les tests généraux, les tests de géotechnique, les tests des phases environnementales, c'est pas un enjeu. On peut même décontaminer aussi en hiver. Là. Ah, ça, c'est le fun. C'est juste... Est-ce que vous avez déjà eu à décontaminer en hiver? On a déjà des chantiers qui sont perpétués jusqu'en hiver, oui. C'est sûr que ça amène une certaine complexité, parce que là, les sols, ils gèlent ou ils sont gelés. Fait que la machine doit être capable de passer à travers. Faut éviter, tu sais, comme si on est en ville, de faire geler les bâtiments à proximité. Tu sais, là, rendu là, c'est du génie, c'est de la gestion, mais on peut décontaminer en hiver comme en été, là. C'est juste plus dur. Ça, c'est le fun à entendre, parce que des fois, on a des transactions qui sont limitées par le temps. Puis, on n'a pas nécessairement le choix d'avancer. Fait qu'en le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que il n'y a rien qui nous arrête, à part les milieux humides, les tests biologiques de milieux humides, où est-ce qu'on va regarder aussi les espèces vivantes, les espèces biologiques qui sont présentes sur le site, ou l'humidité, les sols, pour qu'on puisse voir ça après le dégel. Ça, c'est super intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, Sébastien, en tant que firme environnementale, c'est quoi les plus gros défis que vous avez eu à vivre en ce moment? Y a-t-il un projet là, qui a été vraiment énormément challengeant pour vous, là, puis sur lequel peut-être vous êtes fiers, parce que j'imagine que je connais bien votre gang, je sais qu'il n'y a aucun défi pour vous, là. Vous êtes une gang de malades, puis vous avancez dans tous les challenges, mais est-ce qu'il y a un projet que vous avez fait environnemental, que ce soit une décontamination, qu'importe, qui a été vraiment challengeant, puis là, aujourd'hui, vous êtes fiers d'en parler? Challengeant, je dirais plus, j'en ai un en tête, il était complexe de par son ampleur. Okay. C'était un terrain de 4,5 millions de pieds carrés, je me souviens bien. On a fait 600 forages. Wow! On a quadrillé 100% du terrain selon les guides là, de carrés de 25 mètres par 25 mètres. On a fait 100% du terrain. Donc, il a fallu marcher le terrain, quadriller tous les forages, numéroter les forages. Après ça, c'est beau, là. Après ça, il faut aller faire tous les forages, analyser les forages, recevoir les 600 forages. Ça prend une durée, c'est fou. Puis après ça, c'est de faire un rapport de 600 forages. C'est extrêmement long. C'est un projet de plusieurs mois. Ça nous a pris, je pense, une bonne partie, c'est pas tout l'été passé, là, wow. De faire ça. C'était un site pourquoi? C'était-tu un site résidentiel qui s'en venait là, industriel? Le client va développer 9 bâtiments industriels sur le terrain. Là. Wow. C'est un très gros projet, mais il y a des plus petits projets qui ont été aussi très impressionnants. Je me souviens d'un projet où on a dû décontaminer dans un bâtiment existant, près de 12 pieds en dessous du bâtiment, wow. et que c'était tellement contaminé que mes collègues étaient presque sûrs qu'ils avaient trouvé un gisement de pétrole. Wow! Tellement que c'était... Est-ce que, quand ça arrive, ma question, bâtiment existant, on décontamine sous le bâtiment, est-ce que le bâtiment était vacant? T'es pas obligé si tu soulèves pas le bâtiment. Wow! Sous toute réserve, là, je ne suis pas un ingénieur en bâtiment, mais quand on fait du sous-œuvre, je ne pense pas que c'est idéal d'avoir des habitants dans un bâtiment. Là. Mais ceux-là, spécifiquement, je m'en souviens pas. Je pourrais pas répondre.
On a commencé... C'est quand même un défi, tu sais. Il y a des gens, là, des fois, tu n'as pas le choix de décontaminer, comme tu dis, sur un bâtiment existant, puis il y a des gens qui ne peuvent pas bouger, c'est des locataires. Fait que, c'est aussi de la gestion pour le propriétaire, parce que si jamais il a besoin, il doit reloger ces gens-là. C'est lui qui en est responsable, c'est pas la firme. La firme vient faire son travail, mais c'est une gestion pour le propriétaire. Mais c'est quand même très intéressant, tout ça. Moi, j'aimerais ça savoir, Sébastien, quels sont tes conseils que tu pourrais donner aux développeurs, aux investisseurs, quand ils sont face à la demande de tests environnementaux ou qui sont face à une situation de contamination en tant que firme? C'est quoi vos meilleurs conseils que vous donnez à vos clients? Le meilleur conseil, puis je pense que c'est le plus important, c'est d'écouter et de respecter la vie du professionnel. Tout comme tu écoutes la vie de ton courtier parce qu'il connaît le marché. S'il dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est risqué, écoute le professionnel de l'environnement. Les personnes qui te parlent, ils ont des centaines, voire des milliers d'études à leur actif, des centaines de décontaminations, bien que chaque projet, chaque terrain est unique, comme chaque bâtiment est unique, il y a quand même une tangente qu'on peut projeter de par l'expérience. On va toujours découvrir des trucs non répertoriés, comme un projet que quelqu'un m'a déjà parlé. 4 réservoirs répertoriés, finalement, il en trouve 8. Oups! Mais si tu écoutes ton professionnel, tu sais, tu écoutes ton avocat, tu écoutes ton courtier, tu écoutes ton fiscaliste, puis tu ne t'astines pas avec eux, astine-toi pas avec ta firme en environnement. Si on te recommande quelque chose, vois pas ça parce qu'on veut faire de l'argent. C'est parce qu'on veut mitiger ton risque le plus possible. Plus que tu mets d'argent, jusqu'à une certaine limite. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront faire trop d'argent. Là. Mais quand tu travailles avec une firme respectable, puis qui dit « faut que tu investisses 20, 30, 40 000, que tu dois mettre 40, 50, 60 forages », si on te fait la recommandation, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pas juste pour le plaisir d'aller faire des forages puis de perdre notre temps. Là. Puis vous pouvez même les justifier, vos forages, parce que vous n'allez pas décider le nombre de forages parce que ça vous tente. Vous avez des choses qui font en sorte, qui font que vous avez besoin de tant de forages. C'est pas vrai qu'une firme environnementale va dire « Moi, je te recommande 25 », puis tu dis « Pourquoi 25 » ? Bien, parce que je pense que c'est mieux. C'est sûr, tu sais. Fait que c'est ça, le professionnel en arrière. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre pour ton terrain. C'est ça. C'est mon chiffre chanceux, puis je pense que tu vas gagner avec. Mais non, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que les firmes, c'est des professionnels, on les engage pour ça. Puis ça, c'est un conseil que j'aime que tu viennes donner, Sébastien, parce que c'est la réalité. On engage un professionnel, qu'importe le professionnel, on l'engage parce que c'est lui l'expert. Un courtier, un expert en environnement, un ingénieur en bâtiment, qu'importe le professionnel, si on fait affaire avec lui, je pense que tout d'abord, il faut un lien de confiance pour pouvoir travailler avec cette personne-là. Je renchérirais avec nos conseils, du moins chez Enviro Expert. C'est gratuit. Appelle-moi, consulte-moi, envoie-moi ta phase 1 de peu importe c'est qui. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Puis je vais t'exprimer, moi ou un membre de mon équipe, en fonction de l'enjeu que tu veux savoir, c'est quoi les risques auxquels tu t'exposes, si oui ou non tu vas de l'avant, puis c'est quoi que tu dois faire si tu veux mitiger le risque. Tout comme de l'investissement en finance, tu as un niveau de risque. Certains gens sont prêts à mettre tout en action ou à tout mettre sur le rouge au casino, puis il y en a d'autres qui préfèrent aller au CPG. C'est pareil. C'est vraiment la capacité de tous. Appelle-nous, puis je vais te le dire clairement, c'est quoi les risques auxquels tu t'exposes, puis comment on peut le mitiger au mieux. Par contre, l'environnement, comparativement, mettons, aux mathématiques, c'est pas une science précise. On peut au mieux te suggérer, on peut au mieux caractériser. On pourrait faire un forage aux 20 pieds carrés. Bon, il y a toujours une limite que le forage, il fait bien juste 3 pouces de diamètre. Là. Fait qu'il y a toujours une marge. Tu sais, il y a une contingence à prendre en compte.
encore là, plus que de forage que tu fais, plus que tu mitiges cette contingence-là. Mais je veux juste revenir sur les services en environnement, du moins chez EnviroExpert, c'est gratuit. Appelle-moi si tu as un doute. J'ai des courtiers qui m'appellent pour leurs clients. J'ai des clients qui m'appellent par la suite. Tu sais, tu m'as demandé une chose qu'on peut prendre en compte qui est importante dans les transactions, qui est peu connue, les chemins de fer. Oui. Les bons courtiers savent que les chemins de fer, c'est quelque chose, c'est une exception. Parce que toute proximité à un chemin de fer, dans les environ 100 mètres approximatifs, toute direction d'un chemin de fer, tu dois faire un test au soufre. C'est aucunement un test commun en pleine ville. Mais il ne faut pas oublier que, prenons encore Montréal, ça a déjà été industriel, Montréal. Oui. Tu sais, récemment, on a fait une étude, le terrain, c'est un terrain industriel, tout autour, c'est industriel. On fait la phase 1, il y a un ancien chemin de fer qui était là, une 60aine d'années. Il n'y a aucun signe de chemin de fer. Bien, tu vois, c'est le fun parce qu'on parle de Montréal où est-ce qu'il y a beaucoup de chemins de fer, mais il y a des endroits en région où est-ce que j'ai eu un client qui avait un chemin de fer, un ancien chemin de fer sur son terrain. Il ne l'a jamais vu. Il est propriétaire de ce terrain depuis 50 ans. Donc, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis, automatiquement, quand on voit un chemin de fer, la première chose pour un courtier, c'est de demander quels sont les tests qui ont été faits par rapport à ça. Puis s'il n'y en a pas, il va en falloir. Parce que si le vendeur ne les fait pas, on va les recommander à l'acheteur. Tu sais, parce qu'une ancienne chemin de fer, là, c'est de la contamination. Souvent, aux métaux, il y a un risque, mais très souvent, un ancien chemin de fer qui passe sur un terrain, il y a de la contamination. Très souvent, très souvent. C'est très rare qu'il n'y en a pas, mais très souvent, il y en a. Puis ça, c'est le fun que tu en parles parce que c'est une exception, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, mais qu'on doit quand même aussi regarder. Moi, ce que j'aimerais, Sébastien, pour conclure, on a parlé un petit peu des phases environnementales, des types de tests qu'on peut faire sur les terrains, des services que vous offrez chez EnviroExpert, puis aussi de l'accompagnement que vous pouvez donner, que ce soit aux vendeurs, aux acheteurs, aux développeurs qui sont en processus, puis qui ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Souvent, on voit aussi le fait où est-ce que les gens se posent une question, on fait-tu une double contre-expertise? Parce que j'ai déjà vu des cas où est-ce que j'avais une phase environnementale 1, une 2, mais 2 phases environnementales qui ne disent pas la même chose. Oui. Puis là, on se pose des questions. C'est là qu'il faut faire en sorte que, tu sais, appeler les gens à poser des questions. Moi, j'ai eu un dossier comme ça où est-ce que j'ai eu une phase environnementale 1 qu'on devait mettre à jour uniquement pour la vente d'un projet. Finalement, la phase 1, la mise à jour de la phase 1 existante, a recommandé une phase 2. Oui. Tandis que la première n'en recommandait pas. Et là, j'ai eu un tollé dans cette transaction. Comment ça se fait? La firme n'est pas compétente. Moi, ce que j'ai appris dans cette transaction-là, il y a quelques années, c'est qu'une phase 1 d'il y a 5 ans ou d'il y a 2 ans peut ne pas être la même chose, même 12 mois plus tard, parce qu'il y a des règlements qui changent, il y a des critères qui changent, il y a des changements climatiques qui changent, il y a beaucoup de choses qui peuvent en faire en sorte qu'aujourd'hui, là, on est en 2024, j'ai peut-être une phase 1 de 2022 qui n'est plus nécessairement la même chose aujourd'hui. Puis c'est pour ça que les institutions financières, justement, exigent des mises à jour des phases environnementales, puis certaines institutions vont aller jusqu'à 3 ans, certains vont aller jusqu'à 5 ans, tout dépendamment du secteur, mais il y en a qui vont vouloir des mises à jour datées d'il y a 1 an, 2 ans, tu sais, ça dépend. Même 6 mois? Ah, j'ai pas encore eu à vivre ça. On a déjà une demande d'un 6 mois. Il faut comprendre qu'on demande les mises à jour. Le point que tu amènes, c'est un point chaud. C'est pas une bataille, mais c'est des points de divergence avec toutes les institutions, avec toutes les compagnies. Ouais. Ça a plusieurs volets. Je vais essayer d'en parler. Tu as voulu conclure, mais c'est comme le plus gros sujet, je pense, qu'on pouvait discuter aujourd'hui, c'est de ça. Quand on parle d'une mise à jour, on demande une mise à jour, puis tu peux avoir un changement pour plusieurs raisons, mais il y en a souvent 2 majeures. La premièrement, prenons une phase 1 où ton bâtiment est resté intact, puis qu'il n'y avait pas de contamination, tu n'as jamais été au mazout, puis tu sais, ton bâtiment, il est nickel. Mais ton voisin à côté, là, il est répertorié sur repère GTC, il est rendu contaminé. L'an passé, il ne l'était pas. Bien, c'est sûr que la recommandation va changer.
Définitivement. C'est une donnée qui est apparue qu'on est obligé de prendre en compte. L'autre situation, c'est que quand une firme environnementale dit qu'on s'en va en phase 2, le mot important à prendre en compte dans les phases 1, c'est le mot risque. Et d'une firme à l'autre, le mot risque ne sonne pas pareil. C'est pas tout le monde qui l'applique pareil. Et c'est pas tout le monde qui juge le même risque à la même importance. Ouais. Donc, certaines firmes peuvent dire que tu n'en as pas besoin. D'autres firmes peuvent dire que oui. Et les deux ont théoriquement raison. Parce que c'est uniquement l'interprétation du mot risque au sens strict du mot qui va changer l'expérience de la personne qui fait l'analyse, fait la différence. Quand j'entends des gens faire des phases 1 et qui nous demandent un résultat de phase 1 en 7 jours, puis moi je leur dis que c'est pas faisable parce que tu as des demandes gouvernementales qui prennent des semaines à obtenir. Il y a un délai moyen, naturel, qui prend un certain nombre de jours, mais on a déjà fait des demandes d'accès à l'information, on a reçu des résultats presque un an après. Là. Ah, c'est sûr que la phase 1 était conclue, là. Mais ils nous ont répondu un an après. Là. Mais en 7 jours, c'est impossible. Fait que lire correctement un rapport environnemental, que tu sois vendeur, acheteur, s'assurer que dans tes exclusions, ça soit correct. Tu sais, tantôt, tu disais, pour les phases 4, t'en as une à 200 000, puis t'en as une à 600 000. Ça se peut que les deux disent la même chose. Exactement. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui a peut-être inclus des choses que l'autre n'exclut pas. Il faut lire les soumissions. Ça, c'est important ce que tu dis, Sébastien. J'ai déjà vu un projet aussi incroyable que ça pouvait être, un projet de 2,7 millions en décontamination. Là, tu te dis, c'est clé en main? Non. 2,7 millions, la compagnie levait le godet. Ils ne fournissaient pas les camions. Imagines-tu si tu... En tant que l'acheteur a fait affaire avec cette compagnie-là, le vendeur a fait affaire et dit que c'est 2,7 millions. C'est pas qu'il voulait mal faire, mais la compagnie qui a engagé a sorti ce prix-là parce qu'il voulait être pas cher et il voulait gagner le contrat. Là, l'autre, il va te sortir ton prix à 600 000 parce que lui, il l'a lu à soumission, puis lui, c'est un clé en main. La distance, elle est là. C'est vrai, ça. Le saut entre les deux, là, les proformas, à quel point tu peux mettre en danger financière une compagnie par la négligence, c'est très important. Et malheureusement, au sens moral des choses, c'est la responsabilité du propriétaire du rapport, donc au client qui mandate la firme de s'assurer d'avoir lu l'intégralité du rapport. Quand tu prends une phase 1 de plusieurs centaines de pages et que tu vas uniquement lire la conclusion, tu mitiges ton risque comme si c'est littéralement tout mettre sur la table et dire j'ai confiance en la personne qui a fait l'étude. Je te rattrape un petit peu là-dessus. C'est vrai ce que tu dis, mais il faut aussi savoir que des fois, le vendeur est pas mal intentionné. Je te donne un exemple que moi, j'ai eu dans un de mes dossiers où est-ce que le vendeur a fait faire une soumission par la firme pour la décontamination qui était, je te donne un exemple, 300 000. Mais l'acheteur a fait une autre soumission qui était plus chère. Mais l'acheteur a fait, le vendeur, le propriétaire du rapport, a fait 2 soumissions. Je te donne un exemple. Il fait faire certaines choses par la firme, puis certaines choses par une autre firme. Mm-hmm. Fait que ça aussi, il faut que les gens s'habituent à bien lire les soumissions. Qu'est-ce qu'elles incluent? Oui. Puis pourquoi la personne fait affaire avec 2 compagnies différentes dans un projet de décontamination. Des fois, ça peut être parce qu'il y a une compagnie qui a déjà fait des décontaminations pour cette personne-là, où ils ont l'expertise pour X, Y, Z, que la personne est confortable. Ça peut être pour des questions de prix. Peut-être, ça peut être pour des questions aussi de localisation, de distance, etc. Ça peut être aussi pour des questions de matériel. Ça peut être pour X raisons. Oui. Puis ça, c'est très important
lire les soumissions. Parce que moi, j'ai déjà vu un client m'envoyer une soumission de décontamination puis me dire il ne peut pas aller plus que ça en décontamination, c'est le maximum. Fait que si l'acheteur me dit que ça va coûter plus cher, il n'est pas sérieux, il veut juste négocier mon prix. OK, tu en parlais il y a quelques minutes, il n'a pas inclus les camions. Il n'a pas inclus certaines choses. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait une décontamination, Sébastien, on décontamine, mais après, il faut un certificat de réhabilitation. Est-ce que c'est inclus dans les coûts de décontamination? Parce que, tu sais, un certificat de réhabilitation, on s'entend, c'est un document, c'est un rapport. Oui, mais ça coûte quelques milliers de dollars. Ça peut coûter 3 000, ça peut coûter 5 000, ça peut coûter 10 000, tout dépendamment du terrain. Puis ça aussi, ça fait partie des coûts de décontamination. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un constructeur qui arrive et qui dit « j'achète le terrain en connaissance de cause qu'il est contaminé, en connaissance de cause que ça va me coûter à peu près, parce que c'est toujours un à peu près la décontamination, il n'y a aucune garantie du coût tant que c'est pas fait, parce que si c'est pas toi qui as fait le contrôle de faire les tests, puis c'est pourquoi moi je dis à mes vendeurs, gardez le contrôle de vos transactions. Ne laissez pas l'acheteur faire les tests, faites-les vous-même pour garder le contrôle sur votre transaction, le contrôle sur l'information, puis comme ça, vous allez être en mesure de mieux comprendre ce qui va se passer par la suite. Mais aussi, le constructeur là, qui arrive puis qui doit décontaminer parce que lui, il a dit « OK, c'est beau, j'achète, il y a eu une belle négociation, un bon deal. » Mais si les soumissions qui ont été faites n'ont pas inclus toutes les recommandations pour une décontamination, une vraie, avec un certificat de réhabilitation par la suite, une surprise de 30-40 000 $ sur un petit terrain contaminé, là, ça peut faire mal à certaines personnes. Puis des fois, ça peut être un coût additionnel. Mais je donne un exemple sur un petit terrain. Développeur, 40-50 000 $ de surprise, là, bien, ça fait partie de sa rentabilité à lui. 100%. C'est très important de lire qu'est-ce que la décontamination inclut. Qu'est-ce qu'il faut, là, au final, pour que le terrain soit maintenant construisible. T'sais? Puis il y a des gens qui vont me dire souvent, Sophia, plus dans les experts, « Ah, c'est correct, la décontamination, on doit décontaminer 8 pieds. » Mais anyways, là, ça ne coûtera rien parce qu'il doit mettre des fondations à 6 pieds. Fait qu'au final, il va décontaminer juste 2 pieds. J'ai déjà entendu ça. Parce que quand tu viens pour excaver, pour construire, bien, tu dois mettre des fondations sous terre. Puis là, mettons que tu mets tes fondations à 6 pieds, puis tu as une contamination à 8 pieds. C'est correct, c'est juste 2 pieds. Fait que je vais aller chercher une soumission de 2 pieds de décontamination. Je ne vais pas aller chercher une soumission de 8 pieds. C'est pas vrai. Parce que la terre qui va l'enlever, là, le 6 pieds que tu penses qu'il est correct parce qu'il a mis ces fondations-là, il va quand même devoir aller la domper dans un site spécifique. C'est pas le même prix de la tonne. Puis tu as Trace Québec, tu as besoin de suivi environnementaux. Exactement. Puis 100 Tu sais, là, tu parles beaucoup de décontamination, mais tu sais, la lecture, tu parlais des conseils que je pourrais donner, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai pas pensé parler d'emblée. Une des choses qu'on dit quand nous, chez EnviroExpert, on va former les institutions financières, puisqu'on va former des équipes de prêt, des équipes de crédit de plusieurs institutions, c'est comment bien lire un rapport. Quand tu es... j'ai jamais... On va dire que 99% des cas, le vendeur est souvent pas mal intentionné. Il fait peut-être affaire avec une mauvaise firme. Ou il l'a mis dans des contraintes que la firme voulait absolument signer un contrat et a mis des limitations dans les exclusions. Mais il faut que tu les lises, ces exclusions-là. C'est important quand tu reçois une phase 1 et une phase 2, pas assumer d'emblée que la phase 2 a été faite conformément à la phase 1. Encore plus si c'est 2 firmes différentes. Puis s'assurer que dans les clauses de limitation, ça n'a pas été écrit « le vendeur m'a dit d'aller forer à une telle place ». Parce que c'est dans les limitations que tu vas te trouver des surprises. Oui, les soumissions sont importantes. La phase 4, il y a beaucoup de place à l'erreur. Mais la phase 1, 2, 3 commence par lire les exclusions. Conclusion, exclusion. C'est important ce que tu dis parce que exclusion, dans le cas où on avait une phase 1 qui recommandait certaines choses et que dans la phase 2, ils n'ont pas été faits parce que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ces informations-là. Moi, j'ai déjà eu cette situation-là où est-ce qu'on avait une phase 1 qui recommandait une phase 2 parce qu'il y avait un potentiel tank à l'huile qui était enfoui quelque part. La phase 2 n'a pas été capable de trouver le tank à l'huile. Ils ne l'ont finalement jamais trouvé après 18 forages. Donc,
il reste un point d'interrogation à quelque part. Ça aussi, ça fait partie, je pense, d'une bonne lecture d'un rapport pour que tu puisses savoir quels sont tes prochains risques. Parce que tu ne sais pas, demain, tu sais que la ferme environnementale a fait la phase 2, ils ont fait 18 forages, ils ont fait leur maximum, ils ne l'ont pas trouvé, bien, peut-être qu'il n'y en avait jamais eu, puis que la phase 1 pensait qu'il y en avait un. Il y a un point d'interrogation qui reste. C'est quoi la surprise qui peut arriver? La surprise qui peut arriver, c'est que quand je commence la construction, le constructeur trouve finalement la tank à l'huile. Puis là, ça arrête le chantier de construction parce qu'on doit faire une décontamination parce qu'on l'a trouvé, la tank à l'huile. C'est effectivement un des tests que tu me demandais tantôt que je n'ai pas mentionné. Tu peux faire des géoscans. Oui, c'est vrai. Ça a une limite, une distance que c'est capable de voir dans le sol, mais si tu peux scanner pour trouver justement ça, si c'était pas trop profond, tu peux les trouver. Par contre, si on prend ton exemple, si on a fait 18 forages, puis qu'aucun des forages s'est avéré être contaminé, la bonne nouvelle, c'est que tu avais très peu de contamination à côté de ta tank à huile. Tu veux savoir c'était quoi dans cette situation-là? Pourquoi ils ne l'ont jamais trouvé puis que le site n'avait pas de contamination? Je suis très curieux. Il n'a jamais été utilisé. Les branchements n'ont jamais été faits. Wow! Donc, c'est un tank à l'huile qui a été installé, préparé, et les branchements n'ont jamais été faits. Donc, aucune contamination. Ça a été simple quand même, mais le constructeur a dû arrêter le chantier, a dû extraire le tank à l'huile par un professionnel, un expert en environnement, s'assurer que la terre autour a bien été envoyée en laboratoire pour vérifier, tank à l'huile vide. C'est drôle, hein? Mais ça arrête le chantier. Rendu là, c'est un 649. Là, tu trouves une tank à l'huile, tu penses que c'est la fin du monde. Tu viens de scraper tes proformas, finalement, tu as juste eu 10 000 $ d'extra parce que tu as dû enlever un gros réservoir de métal, puis que finalement, écoute, j'aimerais ça un jour sur un projet, trouver ça. Ça serait incroyable. Moi, je l'ai eu dans une de mes transactions, ça, puis ça nous a fait paniquer tous parce que là, on était en plein début. On savait que les constructions commençaient, qu'on avait des équipes qui étaient en train de livrer le matériau sur place. Puis là, tu as comme, pouf, tout s'arrête, transaction pas encore terminée. C'était un gros défi, ça s'est super bien passé finalement, mais je te dirais que ça, c'est des surprises qu'on apprend à vivre avec. Puis je pense qu'être en immobilier, puis je pense que tu partages la même chose que moi, tu n'as pas le choix de vivre avec les défis puis d'être continuellement en mode solution. C'est ça l'immobilier, qu'on soit un professionnel, un expert, un courtier, un investisseur, c'est un métier, c'est un domaine qui demande énormément d'adaptation et de continuelle évolution et de continuel apprentissage. Tu n'as pas le choix de vivre avec tout ce qui se passe puis tous les paramètres aux alentours. Mais tu peux toujours, avec l'expérience que toi tu as ou qu'une autre personne autour de toi que tu as, tu peux mitiger, voire contrôler à quel niveau de risque que tu t'exposes. Et je sais que je te rabats les oreilles avec ça, mais lire les rapports, tous les gens, même les gens, les professionnels, pas les professionnels, mais les compagnies que je connais qui aiment acheter des terrains décontaminés, ils ont tous en dedans d'eux une petite peur de l'environnement. C'est ça. Mais lis tes rapports. Lis tes rapports et tu vas savoir et tu vas contrôler ton risque. C'est ce que je dis aux courtiers qui m'appellent, c'est ce que je dis aux vendeurs, c'est ce que je dis aux acheteurs, c'est ce que je dis à lis ton rapport au complet. Au pire, les fiches de forage, c'est pas important que tu comprennes. Là. Mais va lire les 30 ou 40 pages de début de rapport qui contiennent 100% de ton information. Puis à force d'en lire, tu vas savoir quoi lire, quoi correctement lire, puis tu vas savoir ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Exactement. Puis de ce qui est... Si tu es un investisseur de terrain, la première phase, ça va être difficile. La deuxième phase va être difficile. La troisième phase que tu vas lire va être difficile. Mais quand tu vas en avoir lu 30, 40, 50, tu vas le savoir quand tu vas en lire une qui a été faite tout croche. Exactement. Puis tu vas être en mesure de faire les différences. Oui. C'est ça. Bien, écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Puis on est très content de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Puis on te dit à la prochaine. Oui. Merci. Merci à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine pour l'épisode de Tout terrain. Merci. Au revoir.